Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International cette semaine. Au menu de cette édition, le projet Ton futur, ton climat est entré dans sa deuxième phase d'exécution cette semaine. Les enjeux de cette édition à découvrir dans ce journal. Le gouvernement rwandais apporte son aide aux populations victimes d'inondations. Les sinistrés sont relogés dans des régions plus sécurisées par rapport aux catastrophes naturelles. Aux États-Unis, les vêtements biodégradables sont fabriqués pour lutter contre la pollution. Également dans cette édition, qu'est-ce que les Togolais pensent de la notion d'environnement et comment le protéger? C'est à découvrir dans cette édition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le journal. Le projet Ton futur, ton climat est dans sa deuxième phase d'exécution cette semaine. Les acteurs de sa mise en œuvre étaient à Lomé cette semaine pour réfléchir sur comment identifier les forces et les faiblesses du projet et d'en formuler les recommandations. Les précisions avec Alexandra Adekambi. Démarré entre mars 2021 et avril 2023, le projet a pour objectif de faire des jeunes des acteurs clés pour la sécurité en eau et la résilience climatique au niveau local. Pendant 12 mois, l'initiative a permis de renforcer les capacités de plus de 530 jeunes du Bénin, du Burkina Faso et du Togo dans différents domaines d'activités socio-économiques. Une occasion pour les jeunes de ces trois pays d'identifier les opportunités et d'initier des activités à travers l'adaptation au changement climatique. Le projet apporte de l'innovation dans les trois pays en se basant sur l'adaptation des jeunes aux conséquences des changements climatiques. C'est un cadre d'opportunité des jeunes avec des idées novatrices pour la création des activités génératrices de revenus. Le projet a reçu l'appui technique et financier du gouvernement du Québec, le Partenariat mondial de l'eau et bien d'autres. Le projet s'est déroulé en collaboration avec le Partenariat national de l'eau du Bénin, le Partenariat national de l'eau du Burkina Faso et l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement du Togo, JVE Togo. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 22 mai comme journée mondiale de la biodiversité. Cette journée a été adoptée à cause de l'appauvrissement continu de la biodiversité dans le monde et l'augmentation des effets du changement climatique. Qu'entend-on par biodiversité et quelle est son importance pour l'environnement? Les éléments de réponse avec Alexandra Adekambi. Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur la diversité biologique a été ratifiée jusqu'à présent par 196 États. Cette convention internationale vise à défendre la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection des ressources génétiques. Étant donné l'importance de l'éducation du public et de la sensibilisation à la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux, l'Assemblée générale des Nations unies a choisi la date du 22 mai comme Journée internationale de la biodiversité. Et cette année marque le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la biodiversité. Placée sous le thème de l'accord à Sion, reconstruire la biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes sur Terre et dans les mers. La biosphère abriterait entre 5 et 30 millions d'espèces. Environ 1,7 million d'espèces animales sont répertoriées et chaque année, de nouvelles espèces viennent s'y ajouter. Mais de nombreuses espèces disparaissent également à cause des actions irresponsables de la société humaine. Alors que l'importance de la protection de la biodiversité est d'actualité, surtout sa préservation pour les générations futures, certaines activités continuent de réduire le nombre d'espèces massives de produits phytosanitaires, la pêche intensive, l'élevage industriel, la déforestation et bien d'autres. Dans l'esprit du thème retenu, il urge que toutes les actions humaines convergent vers la protection de la biodiversité pour l'avenir de la planète et le bien-être des êtres vivants, humains, animaux et végétaux. La Côte d'Ivoire protège sa forêt avec la construction des murs autour d'elle pour éviter qu'elle soit envahie par la ville. Cette initiative permettra de redorer le couvert végétal de ces pays et d'attirer les touristes. Les précisions avec Irène Pakwadina. Les réserves naturelles sont des territoires assez protégés dans le monde parce qu'elles regorgent d'énormes richesses végétales et animales. En Côte d'Ivoire,
Les autorités environnementales ont décidé d'ériger des murs pour protéger les forêts classées d'Abidjan. Cette mesure vise à empêcher que cette forêt soit envahie par la ville. Avec l'urbanisation et la création de nouveaux quartiers qui ont tendance à empiéter sur les limites du parc, l'idée d'ériger des tronçons de clôture pour protéger l'assiette foncière du parc tombe à pic. Le personnel de sécurité patrouille la forêt afin d'éviter que les habitants des quartiers voisins ne viennent se servir en bois ou chasser la faune pour se nourrir. Il faut dire que nous disposons d'une brigade mobile constituée de commandos forestiers qui assurent la sécurité 24 heures sur 24. Avec tous ces efforts de conservation et d'entretien, l'Office ivoirien des parcs et réserves espère inciter davantage de touristes à explorer le lieu et ses 80 km de pistes cyclables. C'est la première fois qu'on visite une forêt aussi proche d'une grande ville. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très accessible et on voit d'ailleurs, on l'entend, il y a beaucoup de monde. Les 3474 hectares de la réserve abritent une trentaine d'espèces végétales en voie d'extinction en Afrique de l'Ouest. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la Côte d'Ivoire a perdu près de 80% de ses forêts naturelles en 50 ans. Ceci à cause de l'agriculture, des feux de brousse, de l'exploitation forestière inégale et des mines artisanales. Les autorités rwandaises ont décidé de reloger les victimes des récentes catastrophes naturelles. Les inondations et glissements de terrain ont déjà fait près d'une centaine de morts. Les populations situées dans les zones à risque sont relocalisées dans des zones plus sécurisées. Voici les images. Les récentes catastrophes climatiques qui ont frappé l'Afrique australe et du centre n'ont pas épargné le Rwanda. De fortes pluies ont déjà fait près de 140 victimes dans le nord, l'ouest et le sud du pays. Ainsi, dans l'optique d'apporter son aide aux victimes des inondations et des glissements de terrain, le gouvernement rwandais a décidé de relocaliser les ménages sinistrés. Les populations sont installées dans des camps situés dans des régions non risquées. Ce qu'il reste à faire, c'est de veiller à ce que les victimes soient réinstallées dans d'autres zones, loin des endroits désignés comme zones à haut risque. La réinstallation implique une sélection. Nous identifions qui était propriétaire de terre avant les inondations, qui possédait une maison, qui a besoin d'une indemnisation et qui n'en a pas besoin. Puis nous les réinstallons dans des maisons qui ne se trouvent pas dans des zones à haut risque, explique Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint au gouvernement rwandais. Plusieurs fonds ont été mobilisés rapidement par les autorités et les personnes de bonne volonté pour venir en aide aux sinistrés. Cette opération de relocalisation concerne près de 20 000 foyers qui habitent dans les zones à risque des catastrophes naturelles. Le président Paul Kagame s'est même rendu sur l'un des sites touchés pour apporter son aide aux populations. Les personnes sinistrées et relocalisés témoignent leur gratitude à l'État rwandais. Même si certains ont hésité à s'installer dans ces maisons, il est important de noter qu'en ce jour, nos vies ne sont plus en danger. Si l'on considère toutes les vies qui ont été perdues dans les inondations et la destruction que cela a causé, nous sommes reconnaissants pour le programme de réinstallation que nous avons reçu de nos dirigeants. Soutient Maria Mukanjira, sinistrée des inondations, relocalisée par le programme gouvernemental. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD estime à plus de 130% le taux d'augmentation des catastrophes naturelles au cours des 2 dernières décennies sur le plan mondial. Le Rwanda est l'un des pays les plus vulnérables de par sa position géographique. À l'heure où le réchauffement climatique de la Terre s'accentue de 1,1 degré Celsius, l'Afrique se réchauffe doublement par rapport à la moyenne mondiale, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ceci augmente les précipitations extrêmes dans plusieurs régions du continent. Des solutions doivent être rapidement trouvées et mises en exécution pour le bien-être des populations et la préservation de l'environnement. Au Cap-Vert, l'île de Santo Antao retient l'attention des environnementalistes. Cette île découverte en 1462 est considérée aujourd'hui comme l'île la plus verte et la plus montagneuse. Elle suscite l'intérêt des amoureux de la nature. Découvrons cette île avec nos confrères de France Info. C'est probablement la plus belle des îles du Cap-Vert. C'est en tout cas celle où la nature est la plus époustouflante. Voici Santo Antao, découverte par un navigateur portugais en 1462. L'île était alors inhabitée. Plus de 560 ans plus tard, c'est ici que se retrouve ce groupe de vacanciers belges, décidés à s'offrir 10 jours de randonnée au milieu de ces paysages à couper le souffle.
tout est beau, c'est paisible, c'est calme, il n'y a pas la civilisation, le stress, on voit que tous les gens sont cool, c'est vraiment un paradis dans tous les sens du terme. Voilà. Parfois on dit si le paradis existe, nous y sommes, eh bien là nous y sommes. Le groupe est guidé par Cassio Lopez, un Cap-Verdien bien décidé à partager avec ses clients. Qui veut goûter? Chaque petite surprise qui s'offre à eux. Tout frais. Je viens de le ramasser. Le gars était en train de couper la canne à sucre. Je dis attention, il y a une papaye qui va tomber sur ta tête. Et du coup, il l'a rattrapé, il m'a envoyé comme ça. À Santo Antão, le tourisme est un des piliers de l'économie, avec l'agriculture. Ici, les terres sont très fertiles. Chaque mètre carré est cultivé avec ce système en escalier. Des canaux qui datent de l'époque coloniale apportent l'eau nécessaire aux plantations. Les habitants ont appris à tirer le meilleur de ces ressources. Respecter la nature, c'est le but, parce que sans la nature, ils ne peuvent pas vivre. Si vous voyez, par exemple, ici, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, c'est l'eau de source. Ils mangent ce qu'ils trouvent par terre, ce qu'ils plantent. L'harmonie, c'est le plus important entre la nature et les habitants. Pour les randonneurs belges, cela donne l'impression de se promener dans le jardin d'Éden. Et les vacanciers vont même pouvoir goûter ces produits qu'ils ont vus pousser sur leur chemin. Ils sont reçus chez Fatima pour déjeuner. Bonjour. Regardez une dame très souriante, la plus belle de la vallée. Fatima, on est chez elle. Au menu, tous les produits du jardin. Banane verte. Banane verte. Fruta-pão. Fruits de l'arbre à pain. Abóbora. Courge. E cerveja. Et la bière. Je prends soin de mes clients avec toute cette bonne nourriture. Et ça me rend très heureuse. Mais attention, venir passer vos vacances sur l'île de Santo Antão peut bouleverser le cours de votre vie. Ah ben, vous êtes bien là. C'est ce qui est arrivé à Sandro Lacerenza, un Français propriétaire de cette auberge. Je suis venu en sac à dos. C'était en 1998, il y a 25 ans maintenant. J'ai pas pu repartir. Arrivé avec 25 € en poche, il est tombé amoureux de ces paysages où il s'est définitivement installé. Et ses deux clients, français eux aussi, comprennent très bien son choix. Ce sont des oasis. C'est vraiment un coin de paradis, ouais. Il y a tous les paysages possibles. Là, il y a la mer, les montagnes. Tout est magnifique, il y a le soleil, tout le temps. Sandro est même aujourd'hui devenu officiellement Cap-Verdien. Il nous emmène un peu plus haut dans le village, admirer cette vue si spéciale pour lui. Je suis arrivé ici à 25 ans. Je suis passé un jour dans ce village. J'arrivais de la ville à pied. Je me suis posé ici et puis voilà, le temps est passé. Pendant la première année, je disais sans cesse, j'ai répété que je partirais le lendemain, mais j'ai jamais pu repartir. Au fil des années, Sandro a fait sa vie ici. Il a eu 2 enfants. Sur cette île, où les habitants prennent soin chaque jour de cette nature prodigieuse qui le leur rend bien. Tout comme les eaux propres, les eaux usées ont également leur importance. En Espagne, 98% de ces eaux sont réutilisées pour l'agriculture. C'est un défi que la région de Murcie, au sud de l'Espagne, s'est lancé il y a de cela 25 ans. Comment l'Espagne a-t-il atteint ce record en Europe contre 5% des autres pays? Voici les éléments de réponse dans ce reportage de France Info. Ça, c'est l'entrée de la station d'épuration. La première phase où arrivent les eaux usées, celles qui viennent de nos salles de bain, de nos lave-vaisselle, des industries, des bars. Une fois que cette eau a atteint les égouts, elle est acheminée à la station d'épuration. Après une trentaine d'heures de tamisage, de filtration, de dégraissage, d'aération et de traitement biologique, l'eau est purifiée
Jusque-là, rien d'original, mais les Espagnols ont rajouté une étape. Cette eau pourrait parfaitement être rejetée dans la rivière, en l'occurrence la rivière Segura, car elle respecte parfaitement la réglementation européenne en matière d'épuration. Mais ici à Murcie, nous la passons au traitement tertiaire qu'on voit juste derrière moi, pour lui permettre d'être utilisée dans l'agriculture. Une dernière filtration à sable, puis un passage sous ultraviolet pour reproduire un processus naturel en rivière, et l'eau rejoindra directement les bassines des exploitants agricoles. Le but est d'irriguer les cultures agricoles, qui peuvent être à la fois une culture de laitue ou un arbre fruitier, comme un pommier. Et puisque l'eau peut être en contact direct avec le fruit ou le légume, elle doit être parfaitement filtrée, totalement désinfectée. Nous réutilisons 98% de notre eau. C'est fou si l'on compare avec les 9% qui sont réutilisés dans toute l'Espagne et avec les 5% au niveau européen. Nous sommes déjà à 98%. Je ne pense pas qu'il y ait une région en Europe qui soit aussi performante que nous. Cette eau recyclée représente aujourd'hui 15% de l'irrigation de la région. Et les agriculteurs espèrent sauver leur modèle économique avec ce type de technologie. En France, l'installation d'une plage flottante à la Seine-sur-Mer dans le département du Var crée une polémique. Parmi les élus, certains protestent contre ce lieu fabriqué. Pour certaines associations écologiques, ce projet est rien d'autre qu'une aberration. Les images avec nos confrères de France Info. Le projet est inédit, mais aussi très controversé. Cette plateforme est une île artificielle qui vient d'arriver sur la Côte d'Azur. Il ne manque plus qu'une autorisation préfectorale pour qu'elle puisse s'installer à 600 mètres du littoral. Les images fournies par le constructeur sont grandioses. Un restaurant, un bar, une piscine et jusqu'à 350 personnes qui pourront être en même temps sur cette plage flottante de 2 étages. Les pêcheurs, habitués des lieux, se montrent perplexes. Ça va attirer de la pollution, la saleté, toutes les encres qui vont être mises, ça va pas être bon pour la nature. L'un des concepteurs du projet, un ancien champion de voile, promet pourtant un établissement écologique qui sensibilisera les clients à la protection des fonds marins. On n'est pas une boîte de nuit, on aura de la lumière, comme n'importe quel navire, mais on n'est pas avec des spots dans tous les sens, etc. On récupère les déchets à bord, on les trie, on les ramène à terre. Donc on a 0 rejet, 0 déchet. Mais un collectif et une pétition contre cette initiative ont été lancés. Au quotidien, ce sont plusieurs navettes qui desserviront cette plage artificielle. Alors cette militante redoute un lourd impact écologique. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on refuse qu'il y ait à nouveau, on va dire, une accumulation de nuisances et de sources de pollution rajoutées à un littoral qui est déjà exsangue. Donc le principe et le propos que nous tenons est simplement de dire faisons une pause. La préfecture des Alpes-Maritimes ne précise pas quand elle donnera ou non l'autorisation à cette île flottante de s'installer dans la Méditerranée. La vie de 2 milliards de personnes sur Terre serait menacée à cause du changement climatique. Certaines zones de la Terre pourraient être inhabitables selon les scientifiques. La sonnette d'alarme est tirée pour limiter les actions humaines qui sont en partie responsables de ce phénomène. Les détails dans ce commentaire. La température surélevée du globe terrestre va devenir insupportable et potentiellement mortelle d'ici la fin du siècle. Cette situation menace principalement la vie de 2 milliards d'habitants. C'est une étude publiée par le journal scientifique Nature Sustainability le 22 mai 2023 qui révèle cela. Ainsi, les chercheurs estiment que certaines zones pourraient devenir inhabitables. 1 milliard de personnes, dont 600 millions en Inde, 300 millions au Nigeria et 100 millions en Indonésie seront principalement touchés car ces pays comptent une forte population et sont confrontés à de chaleurs mortelles. Le réchauffement climatique provoqué sous l'effet de l'activité humaine, notamment l'utilisation des énergies fossiles, engendre déjà des catastrophes comme les canicules, les sécheresses et les feux de forêt. Les scientifiques estiment qu'avec une hausse de 0,10 degrés Celsius, 140 millions de personnes supplémentaires seront exposées à une chaleur dangereuse. L'heure à l'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et l'emploi des énergies fossiles est primordial. Il faut développer les énergies renouvelables sur tous les continents et amener les populations à adopter des modes de vie durables vis-à-vis de l'environnement. Aux États-Unis, une entreprise a trouvé l'idée ingénieuse de fabriquer les vêtements biodégradables pour lutter contre la pollution. De quoi s'agit-il exactement? Les réponses dans ce commentaire.
Et si vos vêtements n'étaient plus composés de fibres synthétiques, mais uniquement de matières biodégradables? Manteaux créés à partir de champignons ou encore robes fabriquées avec la toile des araignées. Les matières biodégradables feront-elles les vêtements de demain? Le long des plages de Los Angeles, dans le très branché quartier de Venice, cet atelier a été un des premiers à utiliser du mycélium pour confectionner ses chapeaux. Je pense que ce serait mieux si on en mettait ici. On rajoute la matière juste là. Le chapelier a tout de suite été séduit par le caractère écologique de la matière, dont l'empreinte carbone est 10 fois inférieure à celle d'un cuir classique. Le prix, lui, est plus élevé, pour les chapeaux en moyenne 40% plus cher. Quand je dis aux gens que c'est pas du cuir, ils sont troublés, ils comprennent pas. Et j'explique comment le produit est construit et la technologie derrière. Ils sont fascinés parce que vraiment, pour moi, c'est le futur. Un futur pas si lointain. À New York, certaines entreprises de biotechnologie ont repoussé les limites en imitant la nature pour créer de nouvelles fibres. Cette petite équipe a mis au point une matière naturelle capable de remplacer tous les microplastiques dans les vêtements à partir de l'ADN de corail. Normalement, on trouve cette protéine fluorescente dans le corail de l'océan. Nous, on a pris l'ADN du corail et on a demandé à une bactérie de le multiplier pour avoir cette protéine à grande échelle. La forme de la molécule peut aussi être modifiée pour changer la couleur. Il suffit ensuite d'étirer la pâte pour créer plusieurs fibres capables de remplacer des matières synthétiques comme le polyester. Les premiers vêtements test devraient être produits d'ici 2 ans. Cette protéine rose va peut-être pouvoir remplacer les matières issues de l'industrie pétrochimique, les teintures, ce qui rend la mode aussi toxique. Donc je suis super contente de faire découvrir cette protéine. Mais pour les experts qui étudient le sujet, si ces matières sont lavables et peuvent avoir de multiples applications, l'innovation qu'elles représentent ne sera pas suffisante pour réduire la pollution créée par l'industrie de la mode. Aujourd'hui, environ 60% des vêtements sont issus du plastique. La mode produit à elle seule 8 à 10% des émissions de carbone mondiales. L'environnement est le milieu dans lequel nous vivons et développons nos activités. Malheureusement, il se dégrade de jour en jour faute des actions humaines. Qu'est-ce que la population pense de la notion de l'environnement et comment faire pour la protéger? Les citoyens se prononcent sur le sujet. Suivons. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour protéger l'environnement, on doit planter les arbres, on doit éviter de jeter les objets partout, on doit éviter de couper les arbres, plutôt de planter les arbres pour attirer les pluies. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Mais pour protéger l'environnement, on ne doit pas jeter les ordures partout. On ne doit pas couper les arbres, éviter les feux de brousse, balayer les rues. Selon moi, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter partout les ordures dans la rue comme ça, non, c'est pas bien. Éviter les feux de brousse. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Pour la protéger, nous devons éviter les feux de brousse, faire le reboisement, jeter les ordures dans la poubelle. Pour protéger l'environnement, on doit éviter de couper les arbres, planter les arbres, éviter de jeter les ordures partout, éviter de déféquer partout, et éviter de faire les feux de brousse, planter beaucoup d'arbres. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et passez un bon week-end.